Je reçois à la bibliothèque de la rue de la Providence Philippe Saunier, qui est venu spécialement de Bordeaux, où on a failli se croiser, puisqu'il y avait il y a quelques jours, le 4 mai, les 6e rencontres astrologiques. Mais enfin, vous avez une excuse, parce que vous n'êtes pas bordelais, vous êtes du Lot, et dans le Lot, il y avait une activité astrologique Sur Toulouse, non. Ah oui, sur Toulouse. Sur Toulouse, j'ai organisé une formation en fait, en hypnothérapie pour Vous avez plusieurs cartes. En fait. J'ai plusieurs cartes. Ouais. Oui. Plusieurs cartes. Donc, vous savez que nous, on est très ouverts sur Téléprovidence, puisque on a aussi notre site qui s'appelle Future Vidéo, et qui est plus ouvert vers la médiumnité, vers la voyance, vers la guérison. Mais le site Téléprovidence lui-même est proprement astrologique, mais il y a une... on comprend qu'il y a des ramifications. D'ailleurs, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose de ne pas être que dans l'astrologie. Tout à fait. Parce que quand on n'est que dans l'astrologie, on en attend trop. Et on creuse trop l'astrologie. Moi, je suis pour faire une astrologie relativement simple, quitte à ce que le praticien... à ne s'appuyer que sur le modèle astrologique et à la limite ne pas s'intéresser à son client. Il voit le client, il est sur le thème, et puis voilà. Donc c'est quand même une forme de problème. Et malheureusement, elle leur épargne le travail sur le terrain, déjà, on gagne du temps. On gagne du temps, là, déjà, tout est prêt, et il n'y a plus qu'à interpréter. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'astrologues qui sont même très intellectuels, enfin, très mentales. Ils sont séduits par le fait que l'astrologie leur mâche le travail, leur épargne quelque part le travail de connaissance sur le terrain. En PNL, on appelle confondre la carte et le territoire. Ah ben voilà, c'est ça. Exactement, c'est non seulement la PNL, je crois que c'est aussi la sémantique générale. C'est ça. On donne une formule d'ailleurs. Comme on parle de la carte du ciel, effectivement, la carte du ciel n'épuise absolument pas. Et même la carte du ciel, enfin, moi, carrément, j'ai supprimé la carte du ciel. Je fais de l'astrologie sans carte du ciel. Je travaille sur les sites, le modèle typique. Et je l'applique. Si le modèle n'est pas très performant, ben, il complète. C'est pour ça que vous, par exemple, c'est ça le problème aussi. Moi, vous savez qu'il y a une petite guéguerre entre les praticiens et les théoriciens, parce qu'effectivement, les praticiens, comme ils apportent de leur propre nature, si vous voulez, et avec leur propre méthode, au fond, ils ne cherchent pas forcément à perfectionner l'outil astrologique en tant que tel. Pour eux, perfectionner l'outil astrologique, c'est le compléter par d'autres éléments. Alors que pour les théoriciens, perfectionner l'outil astrologique, c'est repenser l'outil lui-même. Et alors, vous-même, vous avez déjà eu des difficultés par rapport à cette tradition astrologique, des choses qui vous ont un petit peu chiffonné, ou bien est-ce que vous êtes très, comme ça, très réceptif, vous prenez la tradition telle qu'elle est dans les bouquins,
et puis Non, vous l'adaptez. j'ai essayé d'être pragmatique et, Oui. et de partir du vécu de la personne Oui. en face de moi. Et après, vous le décryptez, le thème, à partir de ce vécu. Voilà, à travers le Oui. vécu, la façon dont la personne va vivre. Oui. Va vivre son thème, à quel niveau elle va le vivre. Oui, oui. Mais c'est un peu ce que fait. Si c'est un niveau psychologique Oui, ou oui. même spirituel. Alors vous m'avez cité tout à l'heure, avant notre entretien, les noms de Haruyo et de Lidscreen. Alors c'est dans ce sens-là qu'ils vous encouragent à aller, ces gens-là? Oui, qu'est-ce qu'ils vous préconisent comme conception de l'astrologie, comme pratique de l'astrologie? J'aime bien cette pratique de partir de la personne, un peu comme l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers. Ah oui, Et ensuite, c'est un peu classique on retombe dans la notion des cartes et du territoire. on retombe dans la notion de carte des territoires, mais justement, c'est une carte qui permet de guider la personne à travers son territoire. Et son territoire, c'est une introspection, parce que pour moi, Oui. l'astrologie, c'est d'abord faire un travail de connaissance de soi et pour découvrir justement, il y a cette question du monde intérieur. Alors, est-ce que ce monde intérieur, qu'est-ce que c'est pour nous? défini par les positions en signe, en maison, Ah oui. les aspects, Oui. hein, Oui. et qu'après, effectivement, en les intégrant, en les vivant, on peut acquérir une certaine liberté, autonomie par rapport à ça. Est-ce que vous savez qu'il y a un sujet qu'on considère maintenant comme assez lié à l'astrologie, c'est la question du masculin et du féminin. Oui. Ça aide beaucoup d'avoir une conception cohérente du masculin et du féminin, parce que c'est quand même un élément constitutif de la personnalité qui... et si on ne maîtrise pas cet élément-là, on va se disperser déjà un petit peu, et on va rechercher dans le thème des informations qui sont déjà données par le fait que la personne est un homme ou une femme. Est-ce que ça vous donne une information pertinente, Monsieur Saulnier, de savoir que vous avez un interlocuteur masculin ou féminin? Ou est-ce qu'au contraire, ça ne vous donne aucune information et l'information vient du thème? Ça donne une information de base, bien sûr. Après, si on a une prédominance de planètes, par exemple pour un homme, on a une prédominance, c'est celui de planètes et de signes féminins, on va quand même penser qu'il aura un psychisme qui va fonctionner peut-être d'une façon plus féminine, plus intuitive, plus réceptive. Après, je ne crois pas que ce soit une question de sexe physique, mais peut-être aussi de sexuation du psychisme, c'est le dire. Non, mais la personne, indépendamment de son sexe ou de la représentation sociale donc en fin de compte, si j'entends bien ce que vous dites, effectivement, le thème natal va apporter une information plus importante que le fait que la personne soit un homme ou une femme. Oui. C'est là qu'il y a un débat. Parce que la position inverse, c'est de dire, au contraire, la socle fondamentale que le fait de une femme, c'est retrouver jusqu'à un certain point à part le thème, mais malgré tout, qui ne va pas modifier cette situation. On sait qu'il y a des homosexuels, on sait tout ça, mais ça c'est un autre problème encore. C'est pas forcément dans le thème. Mais donc finalement, vous nous confirmez que dans les écoles anglo-saxonnes, cette question de masculin, elle n'est pas posée véritablement, sinon
quand vous me dites masculin, féminin, on est dans une sorte de langage courant. Oui, mais on a quand même tous les deux, donc je crois que et ça c'est aussi un féminin. Après, dans quel part, donc ça c'est un postulat que vous présentez. Je sais que est-ce qu'on n'est pas obligé d'accepter ce postulat qu'on a les deux en soi? C'est une idée enfin je veux dire, c'est un modèle comme un autre. Je sais que nous on parle de ça, et encore, à mon avis, d'après ce que j'ai compris, nous dit que chez la femme, l'animisme ne va pas être facile à gérer, et chez l'homme, l'animisme, enfin, je veux dire, c'est pas forcément l'élément. L'autre pôle n'est pas forcément facile à gérer. Donc, on est quand même pas le pôle du sexe, c'est facile à gérer. Et alors, quelle est la part de la prévision dans votre travail? Oui, mais elle est faible. Vous apportez technologie au courant astropsychologique. Et actuellement, c'est en général, chez Arroyo, chez Euclid, de ne pas donner d'importance à la datation. Des périodes, si quand même. Parce que le principe bon, donc ça, c'est pas d'actualiser les choses. Oui. Donc, elle est très faible, qu'est-ce que vous tenez par là? Ça permet d'actualiser. Actualiser. Parce que de dire à quel moment tel élément du thème va être prédominant. Voilà. Parce qu'à un certain moment, là vous touchez à un problème important, c'est qu'effectivement, tout ce qui est dans le thème n'est pas forcément actualisé au moment où la personne va vous voir. Ça, c'est une difficulté quand même. Vous en tenez compte de ça. Vous dites, voilà, ça c'est dans le thème, mais vu les transits, je sais pas quoi, c'est probablement pas un élément déterminant actuellement. Mais par exemple, si quelqu'un vient me voir au moment d'un transit important de Saturne, qui n'est pas relié à Vénus ou à la Lune, on ne peut pas travailler directement sur son pôle féminin. Oui, d'accord. C'est peut-être le moment de travailler autre chose. Il faut travailler ce qui est disponible, ce qui se présente à ce moment-là. Et alors, vous avez quoi comme système justement pour déterminer des phases ici? Comment vous travaillez comme Rigard? Je travaille principalement sur le transit. Voilà, alors sur le transit. Bon, le transit, les retours, bon, donc vous faites ça par informatique, vous faites ça comment? Oui, d'accord. Donc automatiquement, informatiquement, vous savez quels sont les acronymes qui sont actuellement agissants, et ça vous aide à orienter votre consultation. Ce qui est un peu, à l'époque où vous avez commencé l'astrologie, ce n'était pas encore le cas. C'était pas encore le cas, c'était le tout début. Le tout début des premiers programmes. Enfin, vous êtes né quand même avec l'informatique. Je suis quand même né avec l'informatique. L'astrologie, l'informatique vous accompagne dès votre rencontre avec l'astrologie, ce qui fait qu'à la limite, vous n'avez pas eu besoin d'utiliser des éphémérides. J'ai quand même commencé par ça. Ah, oui, j'ai trouvé important quand même de savoir monter un terme à la main, utiliser des éphémérides, une table de trigonométrie. C'était encore nécessaire ou vous l'avez fait par... Non, c'était les deux. C'était encore nécessaire, et j'ai pas eu un ordinateur du tout de suite à l'époque. Oui. Mais est-ce que vous avez important de savoir aussi le monter à la main. Est-ce que vous avez une connaissance, est-ce que vous avez une connaissance quelconque du ciel, directement? Bon, ça c'est pas un reproche, parce que la plupart des astrologues généralement ne sont pas du tout passionnés par la... J'aime bien l'astronomie en amateur, j'aime bien jeter un coup d'œil dans le télescope. Ah bon, quand même? Oui. Si, c'est la première fois que j'ai vu Jupiter à travers un télescope, c'était quand même une grande émotion. C'est qu'en province, on est plus tenté par ce genre de contact avec le ciel qu'à Paris. Donc le ciel vous a interpellé et vous avez carrément un télescope. Oui, en fait, j'ai eu un vous l'avez eu et alors, cette contemplation du ciel, ça vous a aidé pour situer l'astrologie? C'est inspirant, c'est une forme de méditation. Parce que, par exemple, quand on regarde le ciel, évidemment, il y a des choses qu'on voit et des choses qu'on ne voit pas. Alors, avec le télescope, on voit des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais par exemple, même un aspect de carré ou de trigone, c'est pas un élément visible. Directement dans le ciel. Une conjonction, à la limite, oui.
mais pas un aspect. Donc là, quelque part, la connaissance de l'astronomie mettrait davantage l'accent sur la conjonction que sur le... Mais c'est surtout en fait l'inspiration que ça apporte. Mais parce qu'elle disait que la simple compréhension du ciel suffisait à provoquer une expérience religieuse. Oui. Et c'est un peu ça, c'est un sentiment enfin, religieux au sens relié. Oui, enfin, Quoique il était assez proche des religions, proche de Port-Royal, des jansénistes. Mais oui, alors effectivement, le problème du transit, si vous voulez, c'est que c'est le lien entre une planète à un moment X et il y a une sorte de décalage chronologique. C'est pas comme des facteurs qui sont là en même temps. C'est une espèce de hiatus chronologique qui peut être de 30, 40, 50 ans entre la position natale et la position dans le ciel. Donc astronomiquement, vous ne voyez pas évidemment le thème natal, évidemment, parce qu'il n'est pas là, il n'est pas présent dans l'observation. Non mais ça c'est tout le problème de comprendre l'astrologie. En fait là, ça nous demanderait peut-être une autre compréhension de ce que c'est que le temps, de ce que c'est que l'espace. Ah oui, ça suppose... savoir pourquoi effectivement un transit, en effet ça fonctionne. On voit qu'un transit sur un point de naissance produit des effets. Après comment et pourquoi, oui, alors là, c'est un débat qui dépasse oui, alors là, vous touchez, je pense, de l'astrologie. Là, vous touchez à un sujet délicat, parce que quand les praticiens commencent à dire que telle chose fonctionne et que c'est compliqué, à ce moment-là, ça bloque complètement la recherche théorique. Non, je pense que c'est une base de départ. Oui, ah bon, c'est une base de départ, oui. Alors là, c'est un débat, parce que la base de départ, la question de savoir si la base de départ, c'est la pratique de l'astrologie, ou si c'est la théorie astrologique. Hein, alors là, il y a un grand problème. Je crois qu'une bonne théorie se doit d'essayer d'intégrer le plus de faits possible. Oui, les faits possibles, mais des faits possibles. C'est comme dans toute démarche scientifique, on essaie de bâtir une théorie pour expliquer un certain nombre de faits, et puis on découvre au fur et à mesure de nouveaux faits qui ne cadrent pas forcément avec la théorie, qui demandent à ce que la théorie soit revue, et à ce qu'on change de paradigme. Oui. Hein, et c'est la progression, alors ça concerne toute connaissance humaine. Oui. Mais vous-même, justement, là, vous-même, vous avez suivi quel genre de formation, alors, finalement, avant de faire de l'astrologie? Vous avez une formation scientifique, technique? Qu'est-ce que vous avez comme... Non, une formation en sciences sociales. En sciences sociales, d'accord, oui. Parce que là, vous vous engagez sur un terrain un peu glissant, qui est comment constitue-t-on une théorie, comment valide-t-on une théorie. C'est-à-dire, c'est pas du tout un reproche, au contraire, mais en réalité, je dirais que certainement une théorie doit se constituer à partir d'observations, mais d'observations générales. Comme je ne sais pas si c'est Pascal, c'est Pascal qui disait il n'y a de science que du général. Donc effectivement, il faut distinguer entre des observations des faits généraux et le problème de l'extrapolation qu'on peut faire à des cas particuliers. Et ça, les cas particuliers, ça n'est pas dans la... C'est un prolongement de la théorie. Donc il y a les faits basiques que va considérer le théoricien, et puis après, il va y avoir l'application du paradigme à des cas particuliers, et qui ne va pas véritablement valider le... Mais moi j'aime bien le mot application, parce que le mot application, c'est plus humble. C'est-à-dire que le praticien, il applique un modèle plutôt qu'il ne le valide. Oui. C'est pas la même chose. L'application, c'est une grille, ce qu'on appelle une grille de lecture. Il y a une grille de lecture, grille de lecture A, on voit ça, grille de lecture B, on voit autre chose. Donc toutes ces grilles de lecture sont vouées à être validées quelque part et à être alimentées par la pratique quelle qu'elle soit. Tout à fait, mais c'est ce que disait Einstein. Einstein disait que c'est la théorie qui détermine ce qui est observable. Oui, donc
ça montre bien que la théorie déterministe est observable, mais comme vous dites, elle est quand même fondée sur des observations. Et c'est pas la même chose. Les observations qui constituent la théorie conduisent la théorie à proposer un modèle qui permet de voir d'autres choses, qui ne sont pas, qui vont au-delà des observations d'origine. Voilà, mais c'est ce qui permet après de valider ou d'invalider une théorie. Ah non, non. Ce qui va invalider une théorie, c'est par exemple constater l'incohérence de cette théorie, constater que cette théorie n'est pas compatible avec d'autres recherches, avec d'autres théories. C'est au niveau interthéorique. Le théoricien ne va pas modifier la théorie parce que l'application, d'ailleurs l'application, c'est-à-dire les applications. Parce qu'une théorie peut être appliquée par 100 personnes différentes. Donc c'est pas. Donc finalement, le paradigme il peut être décliné de 100 façons différentes. Donc ce ne sont pas des 100 façons différentes qui vont valider le système. C'est le fait que cette théorie va permettre à des tas de chercheurs de faire un certain travail. Mais c'est tout. C'est tout, ça ne va pas plus loin. Si effectivement une bonne théorie, c'est une théorie qui est suffisamment adaptable pour que des gens extrêmement différents puissent l'utiliser. Oui, on n'est pas du tout au niveau de la validation. On est une validation au sens presque social du terme. C'est-à-dire qu'effectivement, une théorie, elle est constitutive d'une société. La société de tous ceux qui appliquent la théorie et le modèle. Donc elle a une valeur sociale. Une théorie qui n'intéresse personne, qui est appliquée par personne, c'est un problème. Mais inversement, une théorie qui est appliquée par un grand nombre de gens, elle n'est pas pour autant validée scientifiquement, elle est validée socialement. Elle est un groupe de recherche des gens qui travaillent ensemble. Donc par exemple, si j'élabore un modèle et qu'il y a 500 personnes qui l'utilisent, je ne vais pas dire pour autant qu'il est validé scientifiquement. Par contre, non, il n'est pas validé scientifiquement, il est utile, il est heuristique. Certes, il inspire des recherches, il inspire des pratiques, mais ce qui va le valider scientifiquement, c'est... Imaginez, je donne un exemple, monsieur. Imaginez que vous me disiez, voilà le modèle que j'utilise. Je vous dis, tiens, c'est curieux ce modèle, pourquoi c'est comme ça, c'est comme cela. Alors, on n'est pas en train de parler de pratique. Hein. Par exemple, je prends par exemple la théorie de l'homicide. Admettons par exemple que vous ne pouvez pas seulement répondre, oui mais ça marche. C'est vrai qu'il semblerait qu'il y ait eu qui s'est corrompu, qui s'est déformé. Voilà. Effectivement, le modèle peut être amélioré par le fait qu'on s'aperçoit que l'argumentation, le développement logique n'est pas totalement satisfaisant. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles on dit que ceci et cela, que le modèle est construit comme ceci, pourquoi il ne s'est pas construit autrement c'est le problème de toute connaissance, de savoir d'où elle vient et quelles ont été ses bases au départ. Déjà, vous avez raison que dans le cas de l'astrologie, on a intérêt à être à respecter en effet le schéma d'origine. Et le connaître déjà. Le connaître et pas forcément évident. Le connaître ou le découvrir. Parce que, encore faut-il qu'il soit disponible quelque part. Il y a des questions, il ne suffit pas de dire je veux ça et qu'on vous donne. Il faut savoir, soit on est capable soi-même de faire cette recherche, on peut être dans la marque de théorie, soit on dit, ben voilà, d'autres ont fait cette recherche, moi je ne peux pas aller beaucoup plus loin, j'applique, et j'applique au mieux. C'est aussi dans l'associalement, il faut aussi savoir se situer dans une société. Quelle est la place que l'on a? Est-ce que l'on fait partie des milliers de praticiens qui appliquent un modèle qui est déjà là, ou est-ce qu'on fait partie de ceux qui élaborent, repensent le modèle et proposent donc de nouveaux modèles, des modèles complètement modifiés à des praticiens
qui eux-mêmes. Donc, vous auriez quand même tendance à vous classer parmi les personnes qui n'ont pas du tout envie de se casser la tête à repenser le modèle astrologique et qui pensent que de toute façon le modèle, enfin, parce que quand je dis le modèle astrologique, je veux plutôt dire un modèle astrologique, un certain modèle astrologique qui actuellement est dominant, qui est actuellement en vigueur, et qui est actuellement pratiqué. Du moment qu'il est pratiqué par une communauté de gens, vous, ça vous permet d'appartenir à cette communauté, de ne pas vous sentir isolé. Non, mais je plaisante. Oui, mais c'est pas forcément le plus important. Ce qui est important, c'est d'avoir effectivement quelque chose qui est effectif et qui. Oui, mais vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas tout seul. Non, je ne suis pas tout seul. C'est quand même réconfortant de savoir que vous n'êtes pas tout seul à pratiquer comme ça. C'est certain. Voilà. Imaginez que vous soyez tout seul à faire quelque chose, ça demanderait une autre structure psychologique. De votre part même. Vous diriez, bon, je sais que personne ne pratique cette astrologie-là, mais moi, elle me paraît plus cohérente parce que regarde, c'est d'abord la pratique la même comment imagineriez-vous que cette éventualité? Non, mais ça m'intéresse parce que comment imagineriez-vous que cette pratique de votre observation du monde de la salle, la pratique de votre monde, c'est autre chose. Que la pratique, en l'occurrence, c'est une pratique au niveau sexe, effectivement, comment pouvez-vous s'exposer que où est-ce que peut-être des images pratiquées à l'astrologie en 1980? Donc ça s'est perpétué sur 25 ans. Donc finalement, ça a été par exemple, vous avez entre Internet, des choses comme chez vous, je sais pas, des comme ça que vous avez rajouté. Vous n'êtes pas au départ, bien qu'il était déjà découvert en 77, ou Cérès, ou je sais pas. Un peu moins les services. Enfin, je veux dire, c'est ça, c'est plutôt des éléments de ce genre-là qui sont produits, c'est-à-dire qui ne sont pas liés à votre pratique, qui sont liés justement au contraire au modèle qui s'est enrichi astronomiquement. Donc oui, le modèle, c'est pas enrichi par la pratique, il s'est enrichi par la prise en compte de données astronomiques nouvelles qui ont une répercussion sur la pratique. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que je ne me définis pas du tout comme un théoricien. Voilà, c'est ça. Mais à partir du moment où vous ne vous définissez pas comme un théoricien, vous devriez être consommateur de théorie. C'est ça, je veux dire que c'est ça. Que ce qu'on attend du praticien, c'est qu'il soit à la recherche du bon modèle. Pas du bon modèle parce que ce modèle est plus vrai, mais du bon modèle parce que... alors, comme vous disiez tout à l'heure, parce que il est plus propre. Je m'exprime. Propre. Moi j'aime beaucoup jouer sur le mot propre. Vous êtes d'accord que quand vous mangez quelque chose, vous préférez manger dans une assiette propre que dans une assiette sale. Absolument. Oui. Donc il y a des modèles qui sont moins propres que d'autres. C'est-à-dire qu'ils sont moins propres dans le sens où ils sont chargés. Imaginons par exemple vous mangez dans une assiette où il y ait les traces de ce qu'on a mangé avant dans l'assiette. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elle soit bien lavée, il y a les traces de couscous ou les traces de viande qui restent un petit peu sur l'assiette. Ça ne serait pas très agréable. Donc finalement, c'est une comparaison qui est justifiée. Parce que le modèle astrologique que souvent on utilise, c'est des modèles qui sont chargés de beaucoup de choses. Et par conséquent, parfois, on préfère avoir un modèle qui ne soit pas aussi chargé. Qui sont chargés de ce qui s'est passé avant. Donc, comme vous dites vous-même, le rapport au passé, c'est un rapport compliqué. Parce qu'à la fois, c'est important, mais aussi, il ne faut pas non plus que le passé interfère avec le présent, ne serait-ce que par exemple un objet qui est sale
La saleté, c'est le passé. Parce que normalement, c'est normal qu'un objet soit sale, il faut le nettoyer. Et si on vous donne un objet qui n'est pas nettoyé, vous préférez à la limite un objet qui soit propre. Bah oui, c'est quand même Non, mais c'est plus simple à utiliser. Oui, voilà. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est le choix du praticien peut s'exercer sur cette base-là d'un modèle qui ait l'air plus nettoyé, plus toiletté, moins laissé à l'abandon, plus surveillé, etc. Et c'est à ce moment-là que c'est au praticien d'avoir cette espèce de feeling que il y a des choses dans un modèle qu'on lui propose qui sont là, qui sont restés là, mais qui finalement sont un petit peu interfèrent. Vous voyez ce que je veux dire? Interfèrent. Alors de là à ce que je suis un peu en train de vous psychanalyser là, mais de là à ce que parce qu'il y a des astrologues qui n'aiment pas les systèmes trop simples. Parce que quand ils sont trop simples, comme on disait tout à l'heure, le travail n'est pas effectué. Donc c'est à eux de le faire. Et donc un modèle très chargé, quelque part c'est rassurant. C'est rassurant parce que, il y a comme vous dites vous-même, d'ailleurs par exemple, je reprends vos propos, vous disiez j'ai la carte du ciel sous les yeux, j'ai la personne devant moi, et bon, je vais aussi activer la carte du ciel par les trans, etc. Et puis, la personne va me dire comment je dois comprendre en quelque sorte son thème. Donc, malgré tout, le thème devient une référence. Oui, le thème devient une référence, absolument. Le thème devient une référence. Alors que, s'il n'y a pas de thème, vous êtes obligé de vous appuyer sur autre chose. Notamment sur cette fameuse question de c'est un homme ou une femme qui est très rarement bien traité. Alors justement, je voudrais qu'on fasse un peu le tour de vos autres apports justement. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez ajouté à l'astrologie? Tout à l'heure vous parlez d'hypnothérapie. C'est totalement différent l'hypnothérapie. Vous savez connecter avec l'astrologie chez vous? Non, je ne connecte pas. Enfin, l'hypnothérapie, c'est une technique donc, thérapeutique. Et c'est pareil, ma connaissance du psychisme de la personne se base d'abord effectivement sur son thème de naissance. Après, l'hypnothérapie est un outil. Est-ce que quelque part, ça pourrait vous aider par rapport à l'astrologie, ou est-ce que l'astrologie pourrait aider par rapport à l'hypnothérapie? Je pense que l'astrologie aide par rapport à l'hypnothérapie dans la mesure où, effectivement, en ayant la carte du psychisme de la personne, on va plus vite à l'essentiel. Voilà, toujours cette fameuse histoire de la rapidité, de l'ergonomie. Hein? Mais en même temps, on brûle les étapes. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que vous pensez des gens qui n'ont... Alors qu'est-ce que vous pensez, alors carrément, monsieur Saulnier, qu'est-ce que vous pensez des gens qui vont, plutôt qu'aller voir l'astrologue, vont voir un psychothérapeute, un psychanalyste? Alors finalement, ces gens-là, ils renoncent à cet outil. Ils renoncent à cet outil, ils en utilisent d'autres. Oui, mais alors ces outils, les autres outils n'ont pas les mêmes effets, n'ont pas la même, ça se passe pas de la même manière. Puisqu'il n'y a pas, le praticien n'a pas déjà sous les yeux une sorte de schéma de la personne, un schéma préconstitué. Ah oui, il est obligé de l'explorer d'une autre façon. Oui. Et alors justement, qu'est-ce que dit Arroyo ou Green par rapport à cet apport particulier de l'astrologie à la psychologie? Est-ce qu'ils n'ont pas... parce que je ne connais pas très bien ces auteurs, je les connais enfin, là, je suis prêt à les repenser. Mais comment ils vivent justement cette tension entre la démarche thérapeutique classique où on découvre, où le client cherche lui-même ce qu'il est à partir d'un... Par exemple, si on prend la psychanalyse, bon, par exemple, l'histoire du complexe d'Oedipe est importante. C'est-à-dire que c'est un modèle général, dont on va voir comment il est vécu, comment il intervient dans la vie d'une personne en particulier. Bon, moi je pense que, très franchement, je dirais qu'en astrologie, je pense qu'on devrait avoir la même chose. C'est-à-dire qu'on devrait, pas le complexe d'Oedipe, mais on devrait avoir aussi un modèle relativement simple qui se décline de façon diverse. Et pas un truc aussi lourd que le thème natal.
sais pas, j'ai pas l'impression moi, que le thème natal soit un système très très lourd. Bah, ça fait écran quand même, ça fait un peu écran entre le client et le praticien. Alors vous me direz, ça fait, comme on dit, ça fait écran, ça peut aussi faire lien, mais c'est ambigu. C'est un lien, mais qui fait écran. Mais c'est pour ça qu'il faut partir du vécu de la personne pour comprendre comment il vit son thème, et pas l'inverse. Alors justement, qu'est-ce que vous en... pas une théorie sur le client, mais au contraire. Oui, mais qu'est-ce que c'est alors justement? Expliquez-nous à nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est que ce vécu de la personne que vous allez capter? Vous lui demandez quoi? Comment ça se met en place, cette histoire du vécu de la personne? Elle en parle? Vous lui posez des questions? Qu'est-ce qu'elle est capable de dire, pour dire les choses très, très durement, qu'est-ce qu'elle est capable de dire sur son vécu? Qu'est-ce que c'est que le vécu d'une personne? D'abord, c'est très anecdotique quelque part. Soit c'est anecdotique, c'est du genre je me suis marié à telle date, ou j'ai eu tel problème dans ma vie, je sais pas quoi. Je ne sais pas exactement, je pose cette question vraiment très ingénument, hein, mais je ne vois pas très bien qu'est-ce que c'est que ce vécu dont la personne va vous parler. Est-ce que c'est de quelle nature? C'est de la nature ontologique? C'est de nature événementielle, anecdotique? C'est quoi ce vécu? Le vécu, c'est d'abord le ressenti de la personne. La première question que je pose à quelqu'un, c'est pourquoi est-ce qu'elle vient? Alors, généralement, au départ, on est dans l'événementiel, et très vite, on passe dans le ressenti de la personne. Et c'est là que l'astrologie apporte un éclairage sur la façon dont quelqu'un va ressentir et vivre les choses intérieurement. Alors, je reviens un peu à cette question d'origine, c'est-à-dire, vous ne pensez pas que si... Tout à l'heure, vous parliez d'ailleurs, je crois, d'introspection. Vous pensez que, par exemple, les hommes et les femmes ont le même rapport avec leur propre intériorité, enfin des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle les introvertis, les extravertis, des choses comme ça. Vous ne croyez pas qu'il serait préférable de compléter, justement, parce que ça, c'est aussi un débat que nous avons actuellement, que le modèle astrologique soit complété par d'autres modèles qui justement sont absolument fondamentaux, comme la question du masculin et du féminin. Actuellement, on parle beaucoup dans mon groupe en tout cas, on parle beaucoup de connecter ces deux affaires. De quel modèle parlez-vous par rapport au féminin et au masculin? Ah bah écoutez, ça c'est je peux en parler, ça je parle de modèles que j'ai élaborés, que j'ai constitués. Je pense que de plus en plus, on va vers l'idée que la question du masculin féminin est une information extrêmement importante, et c'est un peu un point aveugle. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, n'ayant pas actuellement, en fin de compte, pour dire la vérité, actuellement les gens souffrent de deux choses. Ils souffrent certainement d'un manque d'informations sur la cyclicité des choses dans leur vie, mais ils souffrent aussi d'un manque d'informations sur la dialectique du masculin et du féminin au niveau de la société, au niveau d'eux-mêmes, dans leur propre intériorité. Donc, il semblerait qu'on aille vers un mariage, une alliance entre une astrologie plus dépouillée d'un autre côté, qui n'accorde pas autant d'importance au thème natal, mais qui donne l'importance à des paradigmes cycliques assez fondamentaux, mais qui vient être complété par une étude très approfondie du psychisme masculin et du psychisme féminin. Et ça, je ne pense pas que le thème natal puisse remplacer, se substituer à cette connaissance. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est là que le problème se pose, c'est qu'en effet, on s'aperçoit que on ne peut pas faire l'économie de disposer d'un modèle cohérent au niveau du masculin et du féminin. Donc si ce modèle n'est pas là, ou s'il n'est pas pertinent, ou n'est pas cohérent, c'est pas la peine de dire, comme vous disiez vous-même d'ailleurs tout à l'heure, de dire qu'on va voir comment ce masculin-féminin se vit à travers le thème, puisque justement on n'a pas défini ce qu'était le masculin et le féminin. Donc il y a une espèce, on met la charrue avant les bœufs, donc maintenant il faut déjà définir le truc
avant de dire oui, c'est un homme qui a telle et telle tendance basique, qui est celle des hommes, et le thème éventuellement vient corriger. Mais encore faut-il avoir cet élément-là. Si vous voulez mettre une nappe alors qu'il n'y a pas de table, c'est un problème. Donc il faut déjà que le socle soit là avant de mettre les choses. Là, c'est moi qui vais vous interviewer. Dans ce cas-là, comment est-ce que vous définissez le masculin et le féminin et à partir de quel modèle? Oui, non, mais vous avez raison. Effectivement, c'est pour ça que je ne voulais pas, comme c'est comme moi qui vous interviewe, mais on n'est jamais contre, sur Téléprovidence, on n'est pas du tout contre, on ne fait pas comme ça une clivage entre les colloques, les interviews, etc. Ça peut très bien être, avoir un retournement de situation, c'est pas du tout inconcevable. Cela dit, je ne vais pas passer non plus des heures pour vous exposer ça, mais je peux essayer quand même de clarifier et de simplifier les choses, puisqu'en définitive, de toute façon, il faut être dans la simplicité. Comme vous dites tout à l'heure, le théoricien, il est au départ inspiré par des choses simples. Que ça débouche sur des choses complexes par le biais du praticien, notre problème. Mais les choses doivent être simples. Et donc les faits que prend en compte le théoricien ne sont pas les faits que va générer le praticien. Quand par exemple Freud dit complexe d'Oedipe, maintenant c'est quelque chose qu'il a pu observer à une grande échelle. Maintenant, comment c'est vécu dans un cas particulier, bon ça, c'est comme quand moi je dis toujours, c'est comme quelqu'un qui vend des voitures, il ne sait pas comment chacun va conduire sa voiture. Bon. S'il y a un type qui conduit mal sa voiture, c'est son problème. C'est-à-dire que le fabricant de voiture ou de machine à laver, ou je sais pas quoi, il n'est pas responsable des particularités des utilisateurs et des consommateurs. Il peut y avoir un service après-vente, mais enfin c'est tout. Alors, donc si vous voulez, pour résumer ces notions qui me paraissent fondamentales, mais qui effectivement, alors c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, quand l'astrologie se met à utiliser... Alors le problème, si vous voulez, c'est que on part du principe qu'un astrologue ne doit travailler que sur l'astrologie. Je veux dire par là qu'un astrologue ne... bon, moi je pense qu'effectivement, aujourd'hui, un théoricien de l'astrologie est quelqu'un qui va être capable de travailler sur d'autres sujets que sur l'astrologie. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, par un théoricien comme un praticien. Oui, mais un théoricien aussi. Le praticien, ça va de soi. Mais le théoricien aussi. Le théoricien doit intégrer... Alors qu'est-ce qu'il doit intégrer? Par exemple, le fait qu'il y ait des hommes et des femmes sur cette planète, c'est quand même un fait qui ne peut pas ne pas l'interpeller. Donc il ne peut pas l'ignorer, il ne peut pas l'ignorer en tant que phénomène collectif. Le fait qu'il y ait des périodes qui soient plus favorables à certaines situations, à certains événements qu'à d'autres, par exemple, je sais pas, des périodes où il y a plutôt une dispersion des énergies, et puis des périodes où les gens ont plutôt tendance à se rejoindre, enfin, c'est des observations comme ça qui sont également très importantes pour le théoricien de l'astrologie. Est-ce que moi, en tant qu'astrologue, je peux expliquer pourquoi, globalement, c'est vrai que je suis intéressé par le fait que vous ayez une formation en sciences sociales et pas en psychologie, parce que justement, les sciences sociales, c'est très important pour l'astrologie. Le théoricien en astrologie, c'est quelqu'un qui est dans le social. C'est-à-dire qu'il essaie de comprendre les grands phénomènes sociaux et les formaliser. Ce qu'a fait un peu André Barbeau à un certain moment, dans certains ouvrages, il essayait de comprendre pourquoi il y avait des guerres à certains moments et pas d'autres. Enfin bon. L'astrologie mondiale, c'est quand même un élément de... L'astrologie mondiale est porteuse d'une réflexion sur la théorie. Elle incite à réfléchir sur le théorique. La sociologie, l'histoire incite à élaborer des modèles astrologiques. Mais à un niveau... Mais on n'est plus dans l'individuel, là. On est dans la répétition. On est dans la répétition à très grande échelle. Donc effectivement, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, le discours que moi je vais tenir sur le masculin et le féminin, c'est pas forcément le discours que vous connaissez. C'est un discours qui est le rejet, d'une recherche. C'est pour ça qu'on dit, ah oui, mais il est astrologue, il n'a pas le droit de réfléchir sur le masculin et le féminin, voyez-vous. Il a le droit de réfléchir sur un sujet qu'en utilisant la grille astrologique. C'est un petit peu ce qu'on est en train de, ce qu'on entend, c'est-à-dire l'astrologie étant l'outil de l'astrologue,
il n'a le droit de parler d'un événement qu'à travers la grille astrologique, et il n'a pas le droit d'en parler comme ça. Or, c'est absurde. Il est évident que le théoricien astrologique doit être capable d'analyser le monde. Et c'est cette analyse du monde qui va nourrir son modèle. Mais ce n'est pas le modèle qui va nécessairement être l'outil pour analyser le monde. Voyez-vous, ça aussi, c'est notre problème. À un certain niveau, oui. Quand on passe au stade de la pratique, oui. Mais on n'en est pas au stade de la pratique. Il y a comme on dit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Alors, effectivement, le problème, Monsieur Saulnier, c'est que, vous savez qu'aujourd'hui, la question du féminin est un sujet tabou. On n'a pas le droit de dire que les hommes et les femmes sont différents. C'est-à-dire que c'est très mal vu. Donc on est tout de suite dans la misogynie. On va lui dire que donc là il y a un blocage. Bachelard dirait un obstacle épistémologique, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de penser ces questions-là. Pardon, on n'a pas le droit de penser ces questions-là, ça crée un blocage pour l'astrologie elle-même. Si on était dans une société comme la société musulmane par exemple, en fait, si on était dans une société qui pensait, qui a accepté de penser librement la question du masculin féminin, ça serait plus facile. Mais aujourd'hui, il y a un tel poids d'obstacles pour avoir même le droit de le formuler, que je dirais que ça bloque toute la... Et c'est pour ça qu'il y a des systèmes de contournement. Ne pouvant pas aborder, penser le sujet, on va l'aborder par la bande, et notamment par le thème astral. C'est pour ça que je crois que dans certains cas, c'est la difficulté même à pouvoir penser le masculin féminin qui conduit certaines personnes à aller vers l'astrologie comme étant une solution de rechange en quelque sorte. Et c'est ce qu'on appelle en psychanalyse c'est le phénomène de résilience, c'est-à-dire que on est bloqué par quelque chose, alors on essaie de trouver un biais. Donc, penser sainement la question du féminin, c'est justement le penser, ouvrir les yeux et regarder les choses. Sans se dire, ah oui, je vois ça, mais ça ne veut rien dire. C'est ce qu'on entend souvent. Je constate par exemple qu'il y a très peu de femmes dans l'histoire de la peinture, mais ça ne veut rien dire. Je constate qu'il y a très peu de femmes compositeurs, mais ça ne veut rien dire. Voyez-vous, donc on est constamment en train de vous dire, mais ça ne veut rien dire. Alors on vous dit, ne regardez pas le monde comme ça. En fin de compte, le monde, tel que nous le voyons, il ne veut rien dire. C'est un postulat, ça. Non, mais vous comprenez, c'est ce qu'on entend. Ce n'est pas dit comme ça. Mais c'est que les gens vous disent, oui, c'est vrai, mais ça peut changer. Oui, c'est vrai, mais les cartes étaient faussées. Voyez-vous? Et donc, à partir de ce moment-là, au fond, vous n'êtes pas incité à regarder le monde. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut accepter de le regarder et de ne pas considérer comme secondaire des éléments récurrents. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez qu'il y a une espèce de chape de plomb comme ça qui fait que on s'interdit de tirer des conclusions de ce qu'on observe. Et donc à partir de ce moment-là, ça devient un peu compliqué. Et l'astrologie bute là-dessus parce qu'elle est obligée, parce qu'elle ne peut pas puiser dans une théorie psychologique pertinente et acceptée au niveau des hommes et des femmes, elle est obligée de dire oui, ben, si on est un homme et une femme, c'est pas parce qu'on est un homme ou une femme, c'est parce que le thème le dit. Et à ce moment-là, c'est moins grave. Oui, donc vous étiez en train de m'interviewer sur la question nationale. Je ne veux quand même pas aller trop loin, mais je vais quand même lancer quelques idées comme ça pour vous donner. Avec plaisir. Hein, mais simplement pour vous montrer ce que je veux dire. Et que c'est quand même un préalable. C'est ça que je veux dire. C'est un préalable. On ne peut pas tourner autour du pot. Il faut d'abord affronter ce problème-là, et après, comme on a dit, ça fait partie de ce problème-là, et après, on voit sur le terrain ce qui se passe. Alors, moi, si je rencontre une femme, j'ai déjà un modèle concernant la femme, et après, je vois comment elle a vécu cela. Mais si je n'ai pas ce modèle, et que j'ai un vécu, ça ne va pas.
parce que bon, de toute façon, on a toujours un modèle féminin. Il est plus ou moins élaboré, mais enfin, je veux dire, s'il n'est pas très élaboré et pas très construit, eh ben, il va y avoir une faiblesse dans le système. Mais cela dit, le problème, c'est que ce modèle-là, il pose lui-même des questions. Vous allez dire, oui, mais je ne suis pas d'accord. Alors, donc, effectivement, si on n'est pas d'accord sur l'analyse de ce que c'est que le masculin féminin, mais c'est un débat qu'on ne peut pas évacuer, qu'on ne peut pas éviter. Même, bon. Donc, il est important que les astrologues, à mon avis, et même que toute profession qui se joue sur le plan psychologique, et même sociologique, elle ne peut pas véritablement faire abstraction de ce problème-là. C'est pas que l'astrologie. Même Freud n'a pas fourni véritablement de modèle dans ce domaine. Alors donc, si vous voulez, c'est un point aveugle de toutes les sciences, je dirais même non seulement psychologiques, mais sociales, parce qu'effectivement, c'est aussi un problème social, la place des femmes dans la société, le problème professionnel, et c'est même parfois plus social qu'autre chose par certains côtés, puisque on va parler de paritarisme, d'égalité, etc. Donc c'est un problème qui contamine, qui joue sur l'ensemble des représentations psychosociologiques. Et il est quand même surprenant qu'après un siècle et demi de sociologie, de psychologie, on n'ait pas abordé vraiment ce sujet. Et je crois qu'on l'aborde davantage aux États-Unis, mais apparemment, d'après ce que vous n'avez pas eu l'impression que les astrologues mettaient en avant un chapitre sur ce sujet. Donc c'est pas vraiment une donnée, c'est pas une donnée qui est préalable en fait. Non, il part plus, je pense, sur l'individu en tant que tel. Oui. Mais l'individu, monsieur... Après, le sexe de l'individu, c'est une question. Mais c'est une sorte de contradiction. Parce que la théorie on ne fait pas une théorie sur l'individu. On fait une théorie sur l'être humain, et puis à partir de là, on regarde. Mais s'il n'y a pas une théorie sur l'être humain, Freud, il a élaboré une théorie de l'être humain. Donc c'est pas de l'individu. C'est au praticien de voir comment cet être humain, individuellement, vit sa condition. Mais si on ne sait pas quelle est cette condition, qu'est-ce que ça signifie un individu dont on ne sait pas même par exemple si quelqu'un est français, c'est un élément qui joue. Ou même tout à l'heure on parlait de quelqu'un qui est méridional ou septentrional, c'est un élément qui joue. Vous pouvez être méridional mais dont le thème fait que vous avez quand même des côtés très, très nordiques et inversement. Mais il faut quand même partir de la base. Et il y a, à mon avis, un manque de base. Si vous voulez. Et un manque de base, il y a inversement, l'astrologie elle-même fournit trop d'informations. Parce que finalement, il y a une sorte de compensation. Il y a des choses qui sont pas abordées, mais inversement, les modèles qu'on utilise, eux, ils vont être surinformés par compensation. Donc il va y avoir une sorte de pléthore du facteur astrologique, et parce qu'il y a une insuffisance de l'élément sexué. Donc en rééquilibrant l'élément sexué, en reconfortant, en renforçant l'élément sexué, on va permettre de soulager le modèle astrologique. Alors pour dire les choses très rapidement, c'est la dialectique entre... Alors, je vous dis très franchement, ce que je vais vous dire va probablement vous surprendre, parce que de toute façon... Mais il y a une dialectique de l'intérieur et de l'extérieur. Et quand on parle par exemple des sens, de la sensorialité, on pense presque toujours à la sensorialité extérieure. Je vois les choses autour de moi, j'écoute des choses autour de moi, je touche les choses autour de moi. Mais il y a aussi une sensorialité interne. Bon, par exemple, quand je parle, je ne touche pas un objet externe. Et vous non plus. Vous ne savez pas dire très bien pourquoi, comment vous parlez. Vous avez appris à toucher, un peu le mot toucher délibérément, à toucher certaines choses en vous qui provoquent des sons. Donc c'est ce que j'appellerais le toucher interne.
Mais ce toucher interne, il ne passe pas par la main. Par exemple, moi, par exemple, qui suis un compositeur et qui notamment siffle, quand je siffle, je n'utilise pas mes extérieurs. Je fais un travail de toucher des cordes vocales ou de toucher du palais, enfin c'est pas très bien, qui me permet de produire des sons. C'est ce qu'on appelle le chant organique. C'est des choses qui sont en nous et qu'on arrive à toucher sans utiliser les mains, les pieds. Donc il y a déjà un mystère de la sensorialité interne qui n'est pas clairement posé. Donc il y a déjà un premier stade. La sensorialité interne, qu'est-ce que ça veut dire? Alors que nous sommes tous concernés par ça. Parce que le fait même, par exemple, l'excitation sexuelle, c'est aussi une sensorialité interne. On n'est pas obligé de se masturber pour avoir une érection. Donc on touche des parties. Le fait de toucher des. Par exemple, le fait d'oublier quelque chose, de pardonner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nettoyer quelque part. C'est-à-dire enlever ou gommer un souvenir ou une sensation. Bon, moi je prends l'exemple, j'emploie le mot nettoyer. Parce que c'est un mot que j'emploie beaucoup, je parlais des assiettes sales. Bon, nettoyer son mental, ça veut dire être capable de frotter de façon à ce que les traces disparaissent. Si quelqu'un n'est pas capable de faire ce nettoyage, ces traces elles vont perdurer, elles vont persister. Quelqu'un qui dit « j'arrive pas à oublier ce qui m'est arrivé, j'arrive pas à oublier ce qu'on m'a dit », qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'arrive pas à faire le ménage dans sa tête. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Donc, cette faculté à faire le ménage dans sa tête, à nettoyer, à frotter, à gommer, à effacer. Je vais prendre un exemple extrême. Une femme qui a été violée, de deux choses l'une. Ou bien elle va s'en souvenir toute sa vie de façon forte, ou bien elle va effacer ce souvenir. Elle va le gommer, elle va le refouler. Donc, si par exemple quelqu'un est allé chez vous, vous avez mangé du poulet chez vous dans une assiette, et puis elle revient un mois après, il y a toujours des traces de poulet dans l'assiette, il y a un problème. Est-ce que c'est sa faute qu'elle ait mangé du poulet? Non, c'est parce que vous n'avez pas lavé. Donc parfois la notion de responsabilité est complexe, parce que là, dans le rapport, l'homme va dire, par exemple, parce que moi la théorie c'est que les hommes savent mieux faire le ménage intérieur, et les femmes faire mieux le ménage extérieur. Elles savent mieux gérer la propreté extérieure, mais pas forcément faire le travail de propreté intérieure. Et inversement. Parce que ce n'est pas les mêmes processus. Le processus de nettoyage externe est relativement plus facile à comprendre que le processus de nettoyage intérieur. D'ailleurs, les animaux, on ne sait pas très bien s'ils sont capables de faire quoi que ce soit à l'intérieur. Donc, cette notion de propreté, elle est récurrente dans ce qu'on est en train de dire. Il faut que le modèle soit nettoyé, il faut que les gens soient nettoyés. Et justement, à ce propos, vous me dites que l'astrologie est là pour étudier l'individu, mais cet individu, c'est aussi toute la saleté qui s'est accumulée. C'est-à-dire que toutes les restants, tous les restes de souvenirs. C'est vrai que je vous disais, est-ce que l'astrologie est là pour rendre compte de cette saleté, de ces choses qui se sont accumulées, qui se sont incrustées? Bon. Moi j'aime bien prendre l'exemple de la médecine. On dit, en médecine, notamment en chirurgie, on doit aseptiser les choses. On fait les choses propres. Vous savez qu'à une certaine époque, il n'y a pas si longtemps que ça, les médecins ne se nettoyaient même pas les mains pour intervenir. Donc la notion de nettoyer l'objet qu'on veut étudier. Donc quand l'astrologue veut étudier un sujet, en utilisant le modèle astrologique, est-ce qu'il ne faut pas qu'il nettoie son sujet? Alors il y a deux solutions. Soit il nettoie le sujet et le rend à sa dimension fondamentale, soit il va prendre en compte, comme
on prenait ce tout à l'heure, il va considérer que toute cette souillure, toute cette saleté qui empoisonne, qui incruste le psychisme de l'individu, doit être validée, entre guillemets, par l'astrologie. Ah oui, si ça fait partie de son vécu, si ça fait partie de son vécu, si ça fait partie des éléments qui l'ont constitué, pourquoi ne pas utiliser l'astrologie pour en rendre compte? Mais en même temps, si on considère que ce vécu et ces éléments intérieurs, au fond, ne sont que anecdotiques, ne sont que contingents, et que l'astrologie a autre chose à faire que de faire cela, voyez-vous, donc la question de savoir si l'astrologie est là pour aider la personne à se nettoyer, ou si elle est là pour, au contraire, conforter la personne dans les incrustations qui se sont mises en place au cours de sa vie, et dont elle n'a pas su se débarrasser. Et c'est là qu'on retombe dans la question du féminin, parce qu'effectivement, si vous avez des clientes femmes, ces clientes femmes, elles sont un très bon sujet, parce que justement, elles accumulent, comme elles n'arrivent pas à nettoyer leur intériorité, cette intériorité, elle est extrêmement riche de souvenirs, de choses qui sont arrivées, etc. Inversement, un client homme, lui, il est moins intéressant à étudier parce que s'il fonctionne correctement, toute cette richesse, entre guillemets, existentielle,